Salut à tous, bienvenue sur Johnny Lane TV. Aujourd'hui on est avec Stunt Mark pour une journée initiation au drift. Salut Jonathan. Salut. Et ben voilà, tu es assis sur une M3 compressée de 510 chevaux, totalement préparée pour le drift, et c'est avec cet outil que tu vas apprendre à drifter. Ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait un petit moment que je l'ai. Cette caisse a été préparée de A à Z, elle a connu plusieurs phases de préparation. Aujourd'hui elle est dans sa phase finale, avec laquelle j'ai fait une manche du CFD, donc championnat de France de drift, il y a quelques temps. Donc là c'est une caisse qui est totalement modifiée au niveau des trains, spécialement pour le drift. C'est une caisse qui bien sûr a tous les éléments de sécurité nécessaires pour rouler en compétition sur circuit, dont notamment un arceau très solide multipoint qui reprend aussi le châssis pour plus de sécurité mais aussi de rigidité et d'efficacité. Qui vient jusqu'à l'avant? Absolument, okay. Qui revient sur les tourelles, sur l'arrière et qui vient même se prendre au niveau des fixations du train arrière. D'accord. Okay. Participe totalement à la rigidité de la voiture et à l'efficacité donc de la voiture. Ça c'est un arceau qui vient chez Blonde Motorsport, que je connais. Voilà, que tu connais, qui est un de mes sponsors et qui est vraiment un des spécialistes français de l'arceau, notamment sur les caisses de compétition. On y reviendra, hein, ils sont super, on va vous les présenter dans un... C'est vraiment devenu une référence en France depuis quelques années. C'est clair. Et puis on a un moteur, donc à la base c'est une M3, donc c'est le M3 3 litres qui faisait 286 chevaux d'origine, mais là qui a été très modifié, donc il a été forgé, cylindré porté à 3 litres 1 et la pose d'un compresseur qui lui fait développer aujourd'hui 510 chevaux. Donc on va dire que c'est déjà une bonne puissance qui est à peu près dans le milieu de plateau en compétition de drift, sachant que maintenant ça monte jusqu'à 700-800 chevaux, mais pour une initiation tu verras que c'est déjà un très bon outil. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'aujourd'hui, pour refaire un petit peu ce qui va se passer, aujourd'hui on est là pour revoir un petit peu la voiture avant qu'on parte sur le circuit de Lurcy, rejoindre donc ta team, la S-Team, et on a 2-3 modifs à faire, on a un nettoyage, on a pas mal de choses à faire, et puis après on vous retrouve directement sur le circuit pour les manœuvres et autres apprentissages avec Marc. Super. Marc, présente-toi, qu'est-ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui et qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi je suis cascadeur automobile, je suis coordinateur de cascade et je suis aussi drifter, notamment en compétition, et puis aussi instructeur de drift. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que tu vas faire une initiation drift sur le circuit de Lurcy-Lévis avec la S-Team, qui est un team qui organise en fait des trainings, donc des entraînements spécialisés dans le drift. D'accord. Quelle est la première partie de mon initiation du coup? Alors la première partie, disons que là la voiture revient en fait du championnat de France où j'ai fait la première manche du championnat 2020 et il a plu tout le week-end. Donc la voiture est très sale de toutes les projections de pneus et de toutes les projections de pluie. Donc la première étape de ton initiation c'est laver la voiture. Bon ben je m'y mets. Tu vois lui bien les dents, hein. Faut des dents blanches. Voilà.
Bon ben Marc, on est à l'intérieur de la voiture. Je vois que c'est complètement, on va dire, minimaliste. Explique-moi un petit peu les commandes, ce qui a été fait, comment je vais devoir m'en servir. Et je me suis permis de poser mon téléphone là sur le chargeur à induction. Ah, ça c'est obligatoire le chargeur à induction maintenant. Bon là j'ai cru comprendre, c'est le système d'extinction automatique. D'extincteur, ok. Alors, pour le reste? Alors déjà, pour reprendre tout à fait, ta première remarque est tout à fait juste. C'est très simpliste en fait. Ce qui se passe, c'est à la fois dépouillé dans le sens allégé. C'est une voiture de course, on veut qu'elle soit la plus légère possible. Et c'est aussi simplifié dans le sens où on a simplifié le faisceau électrique, par exemple, au minimum. On a regardé que ce qui nous intéressait. On a enlevé tout ce qui nous intéressait plus, la climatisation, etc. Tout ce genre de commandes, les vitres électriques et tout ça. Il ne nous reste plus vraiment que le minimum pour faire tourner le moteur. Et là aussi, on a gagné beaucoup de poids. Pour te donner un ordre d'idée, la différence entre un faisceau complet qui pèse à peu près 25 kg dans une voiture d'origine et le faisceau actuel, on est descendu entre 5 et 6 kg. Donc on a gagné quasiment 20 kg rien que sur le faisceau électrique. D'accord, ouais. Là, on a enlevé totalement le tableau de bord. On a remplacé le tableau de bord juste par un dashboard, donc un écran en fait électronique qui nous donne les infos principales de fonctionnement du moteur. Comme ça, on peut vérifier que tout fonctionne bien et on peut garder un œil sur, par exemple, température d'eau, température d'huile, la pression de turbo, tout ce qui est important et ce qui nous donne les infos sur le bon fonctionnement du moteur. D'accord. Et le manomètre là sur le côté du coup? Absolument. Donc ça, c'est des manomètres complémentaires au dashboard qui nous donnent des infos supplémentaires. Donc on a par exemple le ratio essence-air, voilà, en direct. Donc ça, c'est vraiment important puisque c'est pour assurer une bonne combustion du moteur, donc un bon rendement moteur. Et moi, j'ai rajouté aussi un contrôle de la température d'air d'admission, très important sur les moteurs compressés, comme là, voilà, avec le compresseur ou les turbos. Et j'ai même mis deux valeurs, c'est-à-dire j'ai la valeur de température d'air avant le passage dans l'échangeur et après le passage dans l'échangeur, ce qui me permet de savoir que mon système de refroidissement d'air d'admission fonctionne bien. Primordial pour avoir un bon rendement moteur. Ok, quand je serai là-bas, qu'est-ce que je vais devoir regarder, savoir? Voilà. Donc il faut savoir que ça, c'est une voiture qui a été réglée pour qu'elle soit performante mais fiable, donc tu n'auras pas du tout à suivre toutes les informations dont je viens de te parler. Il n'y a aucun souci, tu pourras vraiment te concentrer sur les 3 choses importantes, qui pour le coup sont comme dans une voiture classique, à savoir le volant, bien sûr, les pédales, le regard. Voilà, ça c'est un premier temps, on te fera rouler dans un premier temps en 3e vitesse, tu ne changeras pas de rapport, donc tu pourras vraiment te concentrer sur l'essentiel. Et peut-être dans un 2e temps, tu apprendras aussi à te servir du frein à main hydraulique, donc là qui est un outil spécifique en fait au rallye ou au drift et qui permet en fait de bloquer les roues arrière, donc ce qu'on appelle de faire une initiation de drift dans le sens où on initie la dérive en bloquant les roues arrière. On fait partir la voiture en dérive avec le frein à main, en bloquant les roues, et puis après, on va continuer cette dérive à l'accélérateur. D'accord. Et pour le dessus, la petite rampe là, qu'est-ce qu'il y a? Je vois, donc voilà, alors, tout ce qui est démarrage. Voilà, là c'est les commandes assez classiques, les quelques commandes qui nous restent, à savoir la mise en route du moteur, le bouton de démarrage. On a des lumières aussi, parce que ça c'est obligatoire dans le cadre du championnat de France. On a le commande des pompes à essence complémentaires, puisqu'on a des pompes à essence gros débit électrique, donc là qu'on commande à distance. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Les commandes sont au-dessus de la tête parce que moi je suis assez grand, comme tu l'as vu. Le siège est très reculé, donc en fait même moi avec mes grands bras j'arrive pas à toucher le tableau de bord. Donc on a dû mettre les commandes en fait au plafond de façon à pouvoir les activer tout en étant dans le baquet sanglé. Ok. En tout cas, Blood, ils ont fait un travail de fou sur la cage. Ils ont fait un arceau, je vois, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est vraiment un arceau multipoint qu'on trouve dans les plus grands championnats de compétition, puisque ça, c'est un arceau qui est en conformité avec les différents types de championnats. Championnat de France de drift, mais c'est aussi aux normes FIA, donc ça pourrait être homologué dans d'autres disciplines. La particularité, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on a une reprise de cet arceau sur les tourelles à l'avant, donc pour rigidifier le train avant, et aussi sur les fixations du train arrière, donc pour faire corps avec le train arrière, sachant que sur ce modèle-là de M3, c'était une des faiblesses d'origine. On avait des trains arrière qui avaient tendance à s'abîmer. Donc là, le train arrière est renforcé et il est en plus solidaire de la cage de l'arceau. Ok. Bon, elle est super en tout cas. On a déjà hâte d'y être.
Après, tu verras dans les modifications que tu vas ressentir au volant. Là, on a une colonne de direction qui a été faite sur mesure par Blade Motorsport aussi, donc qui n'est plus du tout la colonne d'origine. Et on a la direction qui a été remplacée par un modèle de Z3 parce que c'est le modèle chez BMW qui a le moins de tours de rotation de volant pour arriver en butée des roues. De chaque côté, ok, d'accord. Okay. Comme nous, on veut mettre beaucoup d'angles dans les roues pour contrer en fait la dérive, pour contrebraquer. Et bien en fait, la crémaillère de Z3 permet de faire ça encore plus rapidement qu'avec le modèle d'M3 d'origine. Par exemple, sur une voiture classique, tu vas devoir faire 2 tours de volant à peu près pour arriver en butée maximale des roues, donc avec l'angle maximum du train avant. Alors que là, en 1 tour et demi, tu es déjà au maximum de l'angle de rotation des roues. Donc ce demi-tour de volant, il te fait gagner un temps de réactivité quand tu dois faire notamment les transitions, c'est-à-dire passer d'un virage à l'autre. Il faut aller extrêmement vite. Donc là, moins de tours de volant tu as à faire pour arriver en braquage opposé à ton virage d'avant. Plus tu es efficace et plus tu es rapide. Ok, super. Super, t'es prêt? Ah ouais, je suis... Bon, Jonathan, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? À toi le volant. Il reste que le volant, génial. On va voir si je le mets bien déjà. C'est le point premier. Hop. Voilà, peut-être encore appuyer. Et voilà. Merci à toi. Et du coup, la voiture elle est prête. Ça m'a fait penser à Maître Miyagi qui fait nettoyer enfin, les corvées, quoi. Du coup, merci de nous recevoir ici. Donc, j'aimerais vraiment qu'on filme un peu tout ça. On est chez lui. À l'intérieur de chez lui, il peut faire rentrer une voiture. Il a son petit atelier, un jardin. Il est vraiment dans un quartier super cool. Et du coup, on est ici pourquoi? C'est quoi la suite de l'épisode? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'étape numéro 2, maintenant que la voiture est propre, c'est de préparer les roues. D'accord. Tu sais, en drift, le but c'est de cramer du pneu, donc on a besoin de beaucoup de roues d'avance. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas apprendre à démonter et monter un pneu. Et tu vas préparer tes roues avec les bons pneus pour l'initiation pour toi sur la piste. Ok. Combien de pneumatiques tu fais partir en une session? Combien de temps dure une session déjà? Alors, on va dire que en fait, sur une journée, que ça soit une journée d'entraînement, une journée de compétition, forcément, on roule plus en entraînement, mais on roule plus fort en compétition. On va brûler entre une dizaine et une vingtaine de paires de pneus arrière par jour. L'avant, beaucoup moins. Enfin, tu ne changes pas? Non, l'avant va tenir largement 2, 3, 4 courses ou entraînement sans aucun problème parce qu'on sollicite très peu le train avant, dans le sens où on déleste beaucoup le train avant, on charge beaucoup le train arrière, donc les pneus arrière crament, fument, mais les pneus avant s'abîment peu. Ok. Là, je vois qu'il y a... Ça, c'est les pneus qu'on va poser. Et pourquoi nous, on part sur des pneus... là, c'est des pneus semi-slick, semi-slick. Et pourquoi ceux-là sont... Enfin, c'est des simples sports, on va dire. Absolument. Quelle est la différence? Pourquoi on monte cela? Là, comme je te l'expliquais, là, je reviens donc d'une manche du championnat de France. Donc là, toutes mes roues, en fait, sont montées avec des pneus comme on voit là, en compétition, c'est-à-dire des pneus semi-slick. Donc, c'est du pneu qui est relativement tendre. Comme je t'ai dit, le niveau augmente beaucoup, en fait, sur la scène drift. Et maintenant, depuis, je dirais, 2 ans, à peu près 2-3 ans, quasiment tous les pilotes à haut niveau roulent en semi-slick, de façon à avoir une meilleure motricité et drifter, mais avec de plus en plus de vitesse. Par contre, pour toi en initiation, c'est des pneus qui sont difficiles à gérer parce que beaucoup d'accroches, il faut être très violent pour les faire décrocher et ensuite continuer à drifter. Il faut tenir ça. Voilà, c'est pas évident au départ. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter une paire de pneus semi-slick et on va remonter une paire de pneus sport. Donc ça, c'est du Dunlop SP Sport, donc c'est du pneu relativement performant, mais on va dire de tourisme sport. Mais c'est aussi des pneus qu'on va mettre un petit peu moins larges. Donc il y aura un petit peu moins d'adhérence
ça sera plus facile pour toi pour t'initier au drift. Et est-ce que je dois espérer qu'il pleuve ou pas? Alors on va dire, il y a deux écoles. On va dire, il est clair que sur une piste mouillée, la voiture va décrocher plus facilement. Ouais. Elle va décrocher aussi à plus petite vitesse. Donc c'est moins impressionnant, mais aussi c'est plus facile. On a moins d'appréhension. On va être capable de drifter à 30, 40, 50 km/h. Ok. Alors que si on est sur le sec, on va drifter, mais comme on continue à accélérer en permanence, on va continuer à prendre de la vitesse. Et on monte vite à des vitesses, surtout un circuit comme Lurcy-Lévis qui est très rapide, qui dépasse les 150, 160 km/h. T'inquiète, on n'ira pas tout de suite à cette vitesse. Et en compétition, quelle est la vitesse qu'on peut atteindre en drift sur une courbe? Alors disons qu'en fait c'est plus la vitesse moyenne qui va être impressionnante, c'est-à-dire que malgré le fait que tous les pilotes prennent l'intégralité des virages en drift, on va avoir des moyennes qui sont à 70, 80, 85 km/h de moyenne. Et on va avoir des déclenchements, c'est-à-dire après une prise d'élan, le premier virage, qui vont être à 110, 120 km/h. Pas mal. Alors voilà, ça peut paraître pas énorme par rapport à bien sûr à une voiture de sport qui peut monter à 300 km/h. Ouais, mais quand on est dedans, c'est des circuits relativement serrés. Et nous, notre but, c'est pas d'aller le plus vite possible en vitesse de pointe, mais c'est d'avoir une vitesse moyenne tout en restant en drift qui est élevée. Et quand tu es sur le bord de la piste, je t'assure que... Ah oui, ça paraît très vite. J'ai déjà vu, c'est impressionnant pour ça. Ouais, c'est clair. Ok, let's go. Hein. Let's go. Ok, on commence le démontage. Ok. Et puis après, on montrera les autres pneus. C'est parti. Ok, donc Jonathan, première étape, pour démonter le pneu, il faut le vider complètement de son air. C'est plus facile. Donc là, j'ai démonté la valve. Ok. Voilà, et je vide entièrement le pneu. Ok. Deuxième étape, on va ce qu'on appelle décoller le pneu de la jante. Donc là maintenant, on va utiliser une machine à pneu pneumatique, qui va nous permettre de décoller le pneu de la jante, qui va nous permettre ensuite d'enlever le pneu de la jante et qui va nous aider à mettre le pneu neuf ou l'autre pneu qu'on veut mettre sur la jante. Ok, et d'accord. après, je t'expliquerai comment on fera ce qu'on appelle claquer le pneu, c'est-à-dire le mettre en appui sur la jante pour pas qu'on déjante après en roulant. D'accord. Et qu'on puisse mettre le bon réglage de pression. Ok. Allez, let's go. Donc là, on n'a plus d'air. Donc là, maintenant, on a une petite talonneuse, donc qui va nous permettre de débloquer le pneu. Donc, je te fais voir. Tu as plusieurs pédales sur la machine à pneus. Ouais. Celle du centre, on voit, c'est celle qui commande le bras latéral. Ok. Donc, le but, ça va être de placer. D'accord, de choper à la lèvre, ok. Et voilà, sur le bord de la lèvre sans choper la jante. Et là, tu appuies sur la pédale. Donc là, on va le faire ensemble. On commence et regarde ce qui se passe. Je vois dans le reflet, hein, t'inquiète pas. Voilà, regarde, vas-y. Là, ça y est, j'ai appuyé. Ah oui, non, mais j'ai pas branché. J'ai pas branché. Hop. Bien sûr, il faut mettre là. Voilà. Hop, voilà, Ok. c'est bon. Là, je peux lâcher. Et tu vas faire ça sur... Là, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ouais, Eh tu ben, l'as en fait, décollé sur On ça. a décollé le pneu de la jante. On va le faire à Sur plusieurs endroits. tout le tour pour que ce soit Absolument. décollé complètement. Des deux ok. côtés. Et après, ça va nous permettre de sortir le pneu de la jante. Au complet, d'accord. Voilà. Allez, on fait Donc à là, deux, trois endroits. tu le tournes pour que moi je puisse le... Exactement. Ok, d'accord. Hop, donc là, je te le remets là. Même côté pour l'instant, mais en Voilà, tournant là, on autour. fait le même côté, un Ok. autre endroit. Tu me dis quand c'est bon? Allez, c'est good. Ok. Voilà, c'est bon. Tu peux relâcher. Allez, une troisième fois, parce que ça, c'est des pneus qui adhèrent beaucoup. Comme je t'ai dit, c'est des semi-slick. C'est bon pour toi? Vas-y. Super, tu peux relâcher. Donc là, il est entièrement décollé de ce côté. Donc Ok. maintenant, tu vas faire tout seul l'autre côté. Ok, Jonathan, donc maintenant, tu as décollé le pneu de la jante. Maintenant, c'est qu'on va placer la jante sur ce plateau rotatif. Ok. Il y a un système qui en fait fixe la jante et qui va nous permettre de travailler sur la jante pour décoller le pneu. Tu vas utiliser la pédale qui est au fond, je te laisse essayer avant. Tu appuies, tu relâches et regarde ce qui se passe. Tu vois, on a des griffes qui s'écartent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on place la jante sur le plateau, on la centre et maintenant tu rappuies et tu relâches. Et on a ces griffes qui sont venues s'écarter
vers l'intérieur de la jante. Et là maintenant, okay. on a la jante qui est parfaitement tendue. Okay. Et ça va nous permettre de passer complètement à la deuxième étape, qui est faire sortir le pneu de la jante. Ok. Pour ça, on a le bras. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a un bras ajustable, donc il s'ajuste dans la profondeur et dans la hauteur, parce que forcément, ça c'est une machine qui sert pour plusieurs types de roues, plusieurs tailles de roues. Ouais. Donc elle va s'adapter à plusieurs roues. Donc on cale en fait ce bras, celui qui est derrière, bras, voilà, sur la jante de lui-même. Ça c'est pour verrouiller? Exactement, c'est pour verrouiller, bien vu. Là on a venu le pneu, il est bien décollé, donc il est prêt à être démonté. Et là maintenant, donc c'est pas Maître Yogi, on va pas faire un combat d'arts martiaux, mais on va apprendre à sortir le pneu de la jante. Pour ça, on utilise des démontes pneus. Ok. Alors ça, c'est une machine à l'ancienne, parce que là, tu vois, c'est un petit atelier. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des machines beaucoup plus sophistiquées et qui font quasiment toutes elles-mêmes. Donc il y a des bras en fait qui sortent. Qui enlèvent les pneus. Mais nous, on va le faire à la vraie. Okay. Quasiment à la Rocky. Rocky, c'est comme ça qu'il s'entraînait, avec des pneus. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je passe, en fait, ce que je fais, c'est que je vais te faire voir pour une première roue, puis après, tu essaieras sur une deuxième. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon démonte pneu entre la jante et le pneu, et ensuite, à un bras de levier, je vais faire sortir le pneu de la jante. Mais pour cela, je vais appuyer de l'autre côté de façon à ce que cette partie du pneu rentre dans la gorge de la jante et me permette plus facilement de sortir le côté inverse. D'accord, je vois. D'accord ? Donc là, j'appuie. Tu vois, je prends bien un appui. J'appuie. Hop, je sors. Et voilà. Et mon but, c'est que le pneu soit passé autour, voilà, tu vois là, du petit bras. Du grand bras en fait, et c'est cet outil maintenant qui va nous permettre de sortir le pneu. C'est-à-dire que le bras ne bouge pas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le plateau, donc tourner la jante qui est maintenant fixée, on l'a vu ensemble, et c'est ça qui va faire sortir le pneu. Je te le fais voir tout de suite. Regarde, je fais tourner, et là, on a tout le pneu qui sort de la jante. Et voilà. Et tu vois là, j'ai un pneu qui est sorti de la jante. Ok, Jonathan, bah bravo. Maintenant, tu sais démonter, remonter un pneu. C'est quasiment l'étape obligatoire pour un bon drifter. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à régler les pressions pour demain. Ok. Et je voulais savoir justement, est-ce que la pression a un rôle? Est-ce que tu mets par exemple plus de pression quand tu vas drifter, moins de pression? Parce que je sais que c'est une légende. Est-ce qu'on met plus, moins? Non, absolument. On ajuste les pressions, mais on ajuste aussi beaucoup les pressions en fonction des conditions climatiques. Donc, on verra demain quelles seront les conditions. Là, on va mettre 2 kg dans les pneus et on ajustera demain, soit un peu plus, soit un peu moins, en fonction des conditions climatiques qu'on aura demain sur la piste. Ok, bah je te dis à demain au montage alors. Ça roule? Bah vas-y, je te laisse faire la pression à 2 kg. Voilà, super. On y est. Nickel. Super. Et bah à demain. Merci. Salut Jonathan. Salut. Et j'espère que tu as hâte d'être au volant. Ouais. C'est la meilleure partie, tu verras.